Oui, donc je sais pas si vous avez suivi du coup la polémique avec Judith Butler. Donc pour rappel, dimanche du coup, Parole d'honneur, le collectif Tzedek, le NPA, Révolution permanente, l'UJFP, et cetera, organisaient une journée un peu de table ronde, de discussion, et cetera. Et notamment en invitant, donc parce qu'on se rappelle, hein, il y a quelques mois, Tzedek avait voulu organiser un événement avec Judith Butler pour parler de l'instrumentalisation de l'antisémitisme, notamment en lien avec toute la question palestinienne et tout, mais pas que. Et l'événement avait été annulé par la mairie de Paris parce que ça devait se faire au Cirque électrique qui reçoit des subventions de la mairie de Paris. Et du coup, la mairie de Paris a fait pression sur les subventions, a fait œuvre de chantage en fait et d'extorsion, comme dirait Judith Butler, pour faire annuler ça. Et au nom que « Ah, mais c'est Ouria Boutelja, parole d'honneur, etc. » Alors que du coup, de fait, ils ont empêché Judith Butler de parler. Ce qui était très très marrant quand on avait parlé de tout ça, j'avais lu notamment à l'époque les articles Mediapart qui parlaient justement de cette annulation. Et ce que je trouvais assez cocasse et assez drôle, c'est l'hypocrisie totale de la mairie de Paris, des gens du PS, des Aurélie Filippetti, des Anne Hidalgo. Ah non mais on adore Judith Butler, on la respecte beaucoup, c'est une grande intellectuelle, mais c'est la faute à Boutelja, vous comprenez, et tout, et qui prétendait estimer que Judith Butler était une grande intellectuelle, c'est une penseuse du queer, vous vous rendez compte, c'est tellement bien, alors qu'en fait, ils s'en battent les couilles totalement, et que globalement, tout le monde lui chie dessus. Bref, donc toute cette hypocrisie de gens qui faisaient genre, qui suçaient Judith Butler, et qui avaient aucun problème avec elle, parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre, du coup, de remettre en question sa stature internationale, alors que globalement, tout le monde la déteste et que tout le monde la considère comme une gauchiste insupportable. Voilà, Judith Butler, c'est quand même celle qui est considérée comme responsable du wokisme, hein. Genre, faut le rappeler, attends, qu'on rappelle 2 secondes que Judith Butler est considérée comme un petit peu l'alpha et l'oméga du wokisme. Sur la question des réfugiés, elle est contre. Elle est globalement pour l'abolition des frontières, sur les questions du queer, etc. C'est l'alpha et l'oméga de ce que les gens considèrent de que le grand remplacement mené par les queers et les trans qui vont faire disparaître l'homme occidental pour le remplacer par des arabes musulmans, quoi. C'est vraiment, c'est la wokiste originelle, Judith Butler. Bah non. Dans la conjonction qui a été faite dans le discours du wokisme entre antiracisme et question LGBT+, oui, c'est Judith. Voilà, vous avez Judith Butler. Voilà. Alors du coup, ce que j'ai trouvé hilarant, donc Judith Butler qui a été invitée par la Parole d'honneur, Tzedek, l'UJFP, etc., pour une rencontre publique autour de ce thème de l'antisémitisme. Donc la vidéo vient d'être republiée. Et donc il y a eu toute une polémique à cause d'un extrait qui a circulé de Judith Butler qui parle notamment de la question de la résistance, de la question du 7 octobre, et où elle articule une idée assez complexe en fait. About Hamas as a political party. We can have different views about armed resistance, but I think it is more honest and historically correct to say that the uprising of October 7th was an act of armed resistance. Donc voilà, elle a dit que on peut penser ce qu'on veut du Hamas, etc. Mais politiquement, historiquement, les attaques du 7 octobre sont un acte de résistance armée. Et qu'en fait, elle dit, il faut partir de cette base-là. Après, on peut discuter si est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est moral, est-ce que c'est immoral, qu'est-ce qui a été commis d'honteux dans ces attaques-là, etc., etc. Mais dans le sens où ça ne veut pas dire que c'est bien ou que c'est mal. It is not a terrorist attack and it's not an anti-Semitic attack. Parce qu'en plus, j'ai l'impression de rejouer le match du mois d'octobre dernier, en fait. Parce que tout le mois d'octobre dernier, c'était tous des balades. Est-ce que c'est une organisation terroriste? La France Insoumise ne dit pas que le Hamas est une organisation terroriste. Daniel Obono a dit que c'était une organisation de résistance. Enfin voilà, on avait eu tout ce truc-là où on était en mode, c'est de la résistance c'est crade. Non, les résistants français, ils ont jamais tué de civils. Si, en fait, t'as des historiens sérieux qui ont dit, en fait, si, il y a des résistants français qui ont tué des civils. Enfin bref, en fait, l'idée de résistance, elle a aussi dit soutenir la résistance après, non. Oui, mais en fait, encore une fois, soutenir la résistance, c'est soutenir les raisons de la résistance. Je vais revenir là-dessus un petit peu. Le mois en octobre, novembre, etc., quand tous les médias étaient en boucle sur est-ce que vous dites que le Hamas est une organisation terroriste ou pas, etc. Ce qui était en jeu là-dedans, c'est ce qui les heurtait profondément, ce qui heurte profondément les gens, c'est que lorsque tu parles de résistance, déjà en France, on a une histoire de la résistance contre l'occupant nazi, etc., qui fait qu'en France, quand on parle de résistance, il y a un sous-entendu qui est positif. Le mot résistance est un mot émotionnel, c'est un mot qui fait rappel à une histoire qui a été construite comme glorieuse, etc., etc. Donc quand on entend résistance, spontanément, on se dit donc la personne soutient, puisque si tu dis que c'est de la résistance, c'est que tu es d'accord avec le fait qu'il faut résister et que du coup, etc., etc. Et la résistance, donc grandeur d'âme, exactement. On peut même considérer que des mouvements parfaitement réactionnaires se pensent comme des mouvements de résistance. Dans les trucs qui s'appellent résistance patriote, blablabla, etc., ils se pensent comme de la résistance. Donc concrètement, parce que poser la question de la résistance, ça permettait d'éloigner du cadrage
du terrorisme, qu'on nous imposait en mode terrorisme égale mal, est-ce que vous dites que c'est mal? Et nous on disait non, c'est de la résistance et c'est complexe. Sauf que quand on disait c'est de la résistance, ils entendaient du coup c'est bien. Terrorisme mal, résistance bien. Du coup, vous dites résistance, donc bien. Mais parce que ce qu'ils veulent, c'est de savoir est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal. Et qu'en fait, ils sont incapables de comprendre que le monde et que l'histoire peut être pleine de tragiques et que la lutte armée en elle-même est un épineux problème politique pour les résistants eux-mêmes. Que c'est pas une question très très simple et que moralement, la résistance pose problème et pose un défi moral qu'on ne peut pas simplement réduire en disant c'est bien ou c'est mal. Justement, pendant la conférence, donc on en discutait avec Françoise Vergès et elle me parlait notamment de gens qui avaient participé à la résistance armée, justement, voilà, poseurs de bombes, qui avaient tué des gens, etc., en Afrique du Sud, donc pendant l'apartheid, etc., qui étaient membres de qui faisaient partie de l'ANC, de la branche armée de l'ANC, puisque l'ANC c'est le parti, et qui, après, la sortie de conflit, la fin de l'apartheid, etc., s'étaient retrouvés totalement ignorés par l'histoire. Ou en fait, presque dans une histoire sud-africaine post-apartheid qui avait été un peu reconstruite autour, d'une fin glorieuse de l'apartheid, etc., d'une lutte, etc., bah finalement, les hommes qui avaient été, parce que c'était généralement des hommes, qui avaient été combattants là-dedans, s'étaient retrouvés seuls, plus personne ne parlait d'eux, personne ne faisait rien pour eux, personne même n'avait fait quoi que ce soit pour les aider à se réhabiliter, alors que quand tu as fait des actes aussi horribles que des actes de terrorisme et de résistance, c'est un truc duquel il faut que tu guérisses et que la société entière guérisse. La société à l'échelle entière qui a été blessée. Et donc on en parlait avec Françoise Vergès qui me parlait notamment du fait que c'était très 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 complexe parce qu'elle parlait notamment à des gens qui disaient, qui étaient en mode, moi je refuse de relationner avec des femmes par exemple, je m'interdis de relationner avec des femmes parce que je sais que je serais violent, parce que je sais qu'il y a eu un tel oubli, un tel traumatisme, etc., que je risquerais d'être violent envers une femme, donc je m'interdis, etc. Par exemple, elle me parlait de cet exemple-là, tu vois, mais plein d'autres, tu vois, ce truc d'avoir été tellement blessé par sa propre participation à une résistance qui était complexe, qui était armée, avec des actes de bombes, d'assassinat, etc., et finalement d'en avoir la vie brisée, et de faire acte de cette vie brisée, et de la conscience que, en fait, tu seras jamais guéri, en fait, de cette brisure. Donc c'est une question complexe. On peut aussi, c'est exactement le même sujet pour le FLN, pour l'Algérie. Les gens qui ont posé des bombes, etc., qui ont participé à de la résistance armée, tout ça, c'est quelque chose qui reste beaucoup sur la conscience. Alors génial, tu peux être accueilli après l'indépendance, après, je sais pas, une libération, etc. Tu peux être accueilli comme un héros, mais en attendant, tu as buté des gens, il va falloir vivre avec. Oui, et même les soldats. Et en fait, ça c'est un truc, du coup, j'en parlais avec Françoise Vergès, parce que c'était une des raisons pour lesquelles je voulais faire ma thèse sur le sujet, donc je n'ai pas fait au final, d'ailleurs, cette thèse. Lorsque les politiques internationales, notamment de l'ONU, je pense notamment à l'agenda Femmes, Paix et Sécurité de l'Organisation des Nations Unies, quand il y a ce genre d'agenda qui cherche à intégrer la question du genre dans les relations internationales, à intégrer la question du genre dans les processus de paix, très généralement, c'est des agendas qui se concentrent sur uniquement le genre féminin. Donc ça, c'est beaucoup ma critique sur le fait que beaucoup dans les politiques internationales en termes de conflits et de place des femmes dans les conflits et dans la résolution des conflits, on ne prend les femmes qu'au travers de deux axes, qui sont les femmes comme victimes des conflits et les femmes comme potentielles pacificatrices. Donc les femmes sont toujours une espèce d'agneau sacrificiel qui est toujours parfait et qui viendra purifier et réparer la société. Alors que les femmes peuvent parfaitement avoir été combattantes, etc., etc. Mais l'autre critique aussi qui vient de ça, c'est que généralement, dans les politiques post-conflit qui prennent en compte le genre, il n'y a généralement rien qui est fait pour la réintégration des masculinités combattantes post-conflit. Particulièrement lorsque c'est un conflit civil. Dans des sociétés patriarcales où c'est majoritairement les hommes qui vont à l'armée, comment tu réintègres ces hommes qui ont participé à une guerre civile, à ces choses crades, comment tu les réintègres dans la société? Qu'est-ce que tu considères comme étant la condition de possibilité pour que ces hommes-là puissent réintégrer une société et être guéris aussi du traumatisme? L'Irak aussi, c'est ouf. Ah oui, mais oui, l'Irak de fou. En Irak, c'est un gros problème de l'Irak post-conflit, post-année 2000, le champ de traumatismes qui en sont restés. Donc bref, en tant que militant, c'est totalement irresponsable de dire « Vive la lutte armée, génial, super, ouais, etc. » quand on sait très très bien que nous, on ne monterait pas sur ces barricades, que nous, on ne prendrait pas les fusils, qu'on le fait depuis notre petit confort, etc., qu'on n'a pas à se poser la question morale de « est-ce que je tue quelqu'un ou pas ?» Et que lorsqu'il s'agit de résistance, qu'elle soit armée ou non, généralement, quand elle est potentiellement armée, potentiellement violente, soutenir une résistance violente, c'est jamais un acte d'exaltation, c'est un acte de gravité. C'est toujours un soutien qui se fait avec la conscience que tu mets en jeu quelque chose de sacré, qui est la vie, de choix moraux difficiles, que tu mets aussi en gage au moins 2 générations dans une lutte qui est néanmoins considérée comme nécessaire.
Et en fait, c'est ça la difficulté avec la question de la résistance. C'est que la résistance, c'est pas propre. Je sais plus qui disait dans le chat qui parlait de Léon Landini. Voilà, Léon Landini, le dernier FTP MOI, en parlait dans la vidéo de Blast. Il disait qu'il oublierait jamais ce que ça fait de tuer quelqu'un. Bah ouais, de fou. De fou. Et c'est un très bon exemple, hein, typiquement. La façon dont, comment dire, il y a une glorification de la résistance française, mais que concrètement, ces hommes qui ont tué, ces hommes qui ont combattu, ces hommes aussi qui ont vécu dans des conditions absolument atroces, qui ont dû peut-être endurer la torture, etc., sont sortis de la guerre. On leur dit bravo, 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 génial, etc. On n'a jamais pris en compte et en charge leur traumatisme. Et c'est complexe, en fait, parce que en fait, c'est contradictoire avec l'idée de paix. Parce que lorsqu'on pense la paix, on a tendance à vouloir penser que le conflit est derrière nous, que la violence est derrière nous, qu'on est du côté du bien, on est du côté du bon, puisqu'on est du côté de la paix, et donc qu'il n'y a pas d'ombre au tableau, que s'il y a la moindre ombre au tableau, ça menace la paix, justement. D'ailleurs, c'est pour ça que la construction de la mémoire et de l'histoire post-conflit est toujours un tel enjeu politique, et qu'en France, tu as eu tout ce truc-là, tu as eu le mythe de la France résistante, etc., parce que c'était très très complexe de reconstruire une France en se disant, en acceptant que ton voisin avait été un collabo, ou que la majorité de la France avait été attentiste, et que ça ne veut pas dire être, etc., que c'est simplement un fait de l'histoire. Donc c'est pour ça que généralement l'histoire et la mémoire politique post-conflit est extrêmement politique, et glorifier énormément quelque chose qui est considéré comme parfaitement bien, sans aucune ombre au tableau, et c'est des années plus tard après qu'on va racler un peu la merde. C'est pour ça que les PTSD des soldats est mal géré, bien sûr, mais c'est l'exemple que je donne souvent, mais c'est que quand on parle de masculinité toxique, avant que ce soit en termes de féminisme Instagram, voilà, rien contre le féminisme Instagram, hein, c'est le côté un petit peu de féminisme mainstream, un petit peu de pop féminisme, bah, la masculinité toxique, c'était un terme des masculinistes mythopoétiques, etc., mais c'était aussi un terme utilisé par des psychologues et des psychiatres pour parler des façons dont les soldats qui rentraient de la guerre, alors qu'il y avait des études sur, par exemple, la guerre du Vietnam, sur, en gros, toutes les façons dont les masculinités traditionnelles, toutes les normes de masculinité, d'être taiseux, d'encaisser, de tout prendre sur soi, etc., faisaient que les hommes, littéralement, crevaient de ne pas pouvoir se confier à un psychologue et de ne pas pouvoir simplement guérir du traumatisme qu'ils avaient subi à la guerre, notamment, encore une fois, les vétérans de la guerre du Vietnam, qui étaient dans des cycles, dans des spirales justement de traumatisme, desquels ils ne sortaient jamais. Et pour revenir à Judith Butler, c'est un sujet qu'elle traite énormément dans son travail. Elle prend en compte énormément cette question-là du traumatisme, cette question-là de la réparation, cette question-là de qu'est-ce qui fait la condition d'une société, etc. Donc lorsqu'elle parle dans cet extrait, on va revenir à cet extrait, vous inquiétez pas, j'ai fait un long détour. Mais quand elle parle dans cet extrait de résistance, quand elle parle aussi, parce que elle répondait à une question aussi sur la question de la non-violence. Parce que vu qu'elle parle de non-violence, où est-ce qu'on place la non-violence justement dans cette question de la résistance armée? Ce qui n'est pas facile. Donc lorsqu'elle parle de la résistance, lorsqu'elle parle de la difficulté morale d'intégrer, de comprendre, même d'avoir un avis tranché sur ce sujet-là, mais en fait, c'est tout ça qu'elle prend en compte. C'est toute cette question du deuil, cette question du traumatisme, cette question de la non-violence, de la guerre, de la paix, etc., qui sont au cœur de sa pensée philosophique. C'est pour ça que c'est totalement hypocrite, tous les Aurélie Filippetti qui est en mode « On adore Judith Butler, voyons, mais on n'a rien contre elle, etc. » C'est que vous n'avez pas lu son œuvre. It was an attack against Israelis, and you know, I did not like that attack. I have gone public with this. I have gotten in trouble for saying it was, for me, anguishing. It was anguishing. It was terrible. Et quand elle dit angoissant, encore une fois, un rappel que une grosse partie de son travail philosophique repose sur beaucoup de la psychanalyse, notamment la psychanalyse lacanienne. C'est voilà, si vous vous intéressez à la French Theory, il y a beaucoup de psychanalyse là-dedans. Il y a beaucoup, voilà. Donc lorsqu'elle parle de quelque chose d'angoissant, c'est un terme qui est pas pris à la légère. Quand elle parle de l'angoisse, c'est une angoisse qui est compris existentielle. Elle dit pas simplement « Oh là là, ça a fait mal à mon petit cœur l'attaque du 7 octobre ». Non, quand elle dit que c'était angoissant, c'est que c'est quelque chose qui est en capacité aussi de remettre en question les fondements de la construction de toi-même. Angoissant en anglais, c'est plus fort qu'en français aussi. Oui, anguish. Anguish en anglais, c'est beaucoup plus fort que angoissant en français, je suis d'accord. C'est beaucoup plus... Voilà. Donc, quand elle dit c'est angoissant, c'est pas juste « Oh là là, c'était... » Non, c'était vraiment genre... Ça remet en question profondément ton rapport à l'existence. C'est de cette angoisse-là qu'elle parle à ce moment-là. However, I would be very foolish if I then decided that the only violence in the scene was the violence done to Israeli people. The violence done to Palestinians has been happening for decades. This was an uprising. Et en fait, tout ce qu'elle a fait, Butler, aussi, pourquoi il y a une telle levée de bouclier à ce qu'elle a dit, c'est qu'en tant que figure publique,
Elle a également tranché, et elle s'est exprimée dans un débat qui finalement a été tranché médiatiquement du côté pro-israélien, qui était donc tout ce que je vous disais tout à l'heure sur, au moment d'octobre-novembre, c'est Hamas égale terroriste, Hamas pas bien, attaque antisémite, pas de contexte. Parce que je vous rappelle, au tout début, quand il y a eu les attaques du 7 octobre, puis le début de la riposte israélienne, nous, les militants pro-palestiniens, on était en mode contexte, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut rappeler que les Palestiniens sont occupés ou est-ce qu'on a le droit? Non, etc. C'est le fait de dire le conflit israélo-palestinien n'a pas commencé le 7 octobre, rappel, etc. Et rien que pour le fait de dire contexte, on se faisait chier dessus et harceler, etc. Que ce soit sur Twitter, que ce soit sur les plateaux télé, les responsables politiques, etc. Qui, dès que le mot contexte était prononcé sur un plateau télé, t'avais un oh là 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 là, oh mais non, mais c'est honteux de dire ça. Donc voilà, c'était ça aussi le contexte. Voilà. Donc en fait, ce que fait Judith Butler ici, et la raison pour laquelle il y a une telle levée de bouclier, elle émet un avis qui est l'avis des militants pro-palestiniens, qui a été tellement combattu à ce moment-là, et elle émet cet avis sur oui, il y a un contexte, ce qu'on disait aussi, la violence n'est pas uniquement du côté du Hamas, etc. C'est tout ce truc-là qui a été combattu à l'époque, et Judith Butler arrive, elle dit, bah voilà, c'est là où je me pose, voilà. Donc c'est aussi pour ça que les gens ont eu cette levée de bouclier, c'est qu'en fait, ce truc-là, de contexte, de oh là là, qu'est-ce qui s'est passé depuis des années, etc., ça a été tranché médiatiquement et politiquement. Ça a été tranché médiatiquement et politiquement du côté pro-israélien. Du côté de, le 7 octobre, tout a commencé à ce moment-là, c'était antisémite, le Hamas, globalement, c'est pas bien, et puis les Palestiniens, bon, on verra s'il en meurt magiquement 10 000 de plus avant qu'on commence à envoyer 3 caisses de bouffe. It comes from a state of subjugation and against a violent state apparatus. Let us be clear. Now, you can be for or against armed resistance, you can be for or against Hamas, but let us at least call it armed resistance, and then we can have a debate about whether we think it's right or whether they did the right thing, whether a different strategy. Et c'est ça aussi le cœur politique du truc. C'est que pourquoi cette question de la résistance est aussi problématique pour les pro-israéliens, qui sont du coup la majorité des voix médiatiques ici. Hein. C'est pas parce que maintenant ils se découvrent une certaine charité envers ces pauvres petits Gazaouis qui meurent, etc., qu'ils sont moins pro-israéliens. Hein. Non, pas du tout. Hein. Leur seul prétexte de moins l'être, c'est de voir que Netanyahou se fait totalement aussi rouler dessus par sa société civile, qui commence à en avoir un petit peu marre et qui sait que globalement elle reverra pas ses otages. Bref. Cette question de la résistance, encore une fois, ça pose la question, non pas de la légitimité de l'action, mais de la légitimation de l'action. Et c'est deux choses assez différentes. Parce que si tu considères qu'une action est légitime ou non, est-ce que la résistance est légitime ou pas, notamment par exemple la résistance armée, est-ce que les moyens violents sont légitimes ou pas, etc. C'est une question, voilà, c'est est-ce que tu considères ou pas que c'est légitime. Est-ce que, voilà, donc c'est une décision morale de voilà. Mais c'est la question de la légitimation. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'il y a une prétention à la légitimité? Sauf que dès que tu poses la question de cette légitimation, ça veut dire que tu sous-entends que potentiellement, qu'on peut ouvrir cette boîte de Pandore, cette question-là, parce que ça pose toute la question des zones grises de la moralité et des zones grises finalement de la réalité de la violence politique, qui est que si on considère que la violence c'est mal, c'est très très bien, mais dans ce cas on se laisse crever quoi, puisque si tu vis une situation de subjugation et de violence, mais que la violence c'est mal par principe, dans ce cas, résister à cette subjugation et à cette violence, ce serait immoral. Et ça, c'est un truc qui a été tranché dans plein d'endroits. Hein. C'est un truc qui a été tranché dans plein d'endroits, y compris dans le droit international. Il y a un droit à la résistance armée contre une situation de colonisation, etc. Précisément parce que ce serait totalement absurde de dire que toute violence est mauvaise, de dire que toute violence n'est pas nécessaire, puisque si tu décides que toute violence est immorale, ok, très bien, ça veut dire que des gens peuvent très bien faire la guerre, alors ce serait immoral, hein, bien évidemment. Mais personne ne pourra répliquer, quoi. Il suffit qu'une personne brise le sceau de la moralité pour gagner, en fait, tout simplement, si les autres n'ont pas le droit de répliquer. Donc bref. Donc c'est cette question-là de la légitimation qui est complexe. But the problem is, if you call it armed resistance, you are immediately thought to be in favor of armed resistance and in favor of that armed resistance and that tactic. It's like, well, actually, maybe not that tactic, and we can discuss armed resistance. Elle dit elle-même qu'elle n'est pas d'accord. Enfin, en tout cas, que du moins ce mode-là de résistance armée, ce mode-là par le massacre, voilà, elle parle du 7 octobre, tu vois, que ce mode spécifique-là, elle est peut-être pas forcément pour, que voilà, mais tu mets le doigt dans un engrenage où on considère que du coup, t'es totalement pour, etc. Alors qu'encore une fois, soutenir n'importe quelle résistance, moralement, c'est compliqué, quoi.
ça heurte, c'est pas facile. On peut pas simplement dire vive la résistance armée, etc. Parce qu'on parle de gens qui sont tués et on parle de gens qui tuent. On parle de gens qui font des choses immorales pour une cause politique. On pose la question qui est fondamentale de la moralité des actions politiques. Soutenir la résistance qu'elle soit armée ou non, n'est pas un acte d'exaltation, c'est un acte de gravité. Et c'est exactement ce qu'elle exprime là, Judith Butler. You know, it is an open debate, but I think it is descriptively correct. If we decide that it was only or primarily anti-Semitic, again, we efface the political structure and the violent structure from which that uprising emerged. I will get in trouble for that, but you will defend me. You will defend me when I am attacked tomorrow. Elle a eu la vision du futur, elle a dit « Oh putain, je vais me faire défoncer pour avoir dit ça ». Après, elle a été courageuse de dire ça. C'est le genre de truc pas facile à défendre, avec lequel on bataille dans le camp pro-palestinien. Ouais, c'est ça, de dilemme, exactement, merci Zach, c'est le mot que je cherchais. C'est un dilemme qu'on a l'habitude de naviguer. Puisque tout simplement, c'est un dilemme qui est le dilemme éternel de la question de la lutte politique, de la lutte armée. Dieu sait que quand on est à gauche, ça fait partie de notre histoire de se poser la question morale et la question même politique et de l'efficacité politique de la lutte armée, etc. Rappelle les années 70, je pense les années de plomb en Italie, je pense les années avec Action Directe en France, etc. etc. C'est des débats, même tout simplement la Révolution. Discuter de la Révolution, c'est un truc dont on a l'habitude à gauche de se poser la question de oui, de non, de pourquoi, de la moralité. C'est des dilemmes auquel on est habitué. Mais c'est aussi pour ça que ça a fait polémique. Il y a eu une victoire implicite du camp pro-israélien dans l'injonction à la condamnation, dans l'injonction à la clarté morale, etc. etc. Ce qui est, encore une fois, c'est le confort de la pureté morale, c'est un confort de salon, c'est un confort de canapé, c'est un confort de personnes qui ont le temps de se poser des questions, etc. C'est un confort, voilà, c'est un confort d'occidental, d'aucuns diraient. Et c'est un confort que les militants qui sont au contact des personnes concernées se refusent à avoir. Parce que la clarté morale, c'est toujours quelque chose de parfaitement théorique. Mais en pratique, c'est toujours plus complexe. Et en pratique, c'est pas simple à naviguer. La responsabilité des militants, c'est de savoir accompagner cette complexité morale en faisant la part des choses entre sa position à soi et les réalités et les réactions des personnes qui sont prises justement dans ce genre de mouvement, que ce soit des mouvements de résistance, etc. Surtout quand tu te prends les affects en pleine gueule, mais bien sûr, on parle de génération et de génération traumatisée. J'adore parce que les gens adorent parler de traumatisme intergénérationnel. Alors les traumas intergénérationnels, c'est le truc qui commence à venir à la mode un petit peu de parler des traumas intergénérationnels. C'est génial, mais concrètement, c'est quoi un traumatisme intergénérationnel ? Alors oui, on entend parler très souvent sur la question des traumatismes intergénérationnels par le racisme, par exemple. Comment le racisme crée des traumatismes intergénérationnels. Bon, super. Mais sauf que le traumatisme intergénérationnel, c'est pas le même quand t'es sous les bombes et quand on t'interdit de porter ta coupe afro. Les deux sont des traumatismes, mais les deux ne sont pas de la même nature pour autant. Donc, il y a aussi des trucs où quand on parle de traumatisme intergénérationnel, encore une fois, il faut prendre en compte la gravité de ce qu'on entend. Parce qu'en fait, on parle pas d'un traumatisme en général, on parle d'une situation spécifique. Et c'est là qu'on repolitise la question. Très souvent, je pense que les gens qui lisent Butler, ils s'arrêtent juste au titre. Alors ils voient le trouble dans le genre, ils disent oh, elle parle du genre et des trans, etc. Parce que moi les trans ça me trouble, alors que dans Trouble dans le genre, elle ne parle absolument pas des trans. Enfin bref. Mais par exemple, c'est pareil. Là, elle parle de l'appel à la non-violence. Donc elle a tout un chapitre de Ce qui fait une vie, qui est un très très bon bouquin, hyper compliqué à lire. Vraiment, franchement, un peu mal traduit. Bref, très très verbeux. Bref, mais c'est du Butler, quoi. C'est compliqué à lire. Mais tout un chapitre sur la question de la non-violence, qui est un chapitre qui est assez lisible en fait. Et où elle parle et je pense qu'en fait les gens qui parlent de Butler et qui l'encensent comme Aurélie Filippetti, etc., qui disent on adore Judith Butler, vous inquiétez pas, je pense qu'en fait ils se sont arrêtés au titre. Vu qu'ils ont rien bité et qu'ils sont incapables de lire de la philosophie, je pense qu'ils ont juste, ils se sont arrêtés au titre, ils ont vu l'appel à la non-violence, ils disent oh, c'est une penseuse de la non-violence, donc elle est pour la non-violence, donc elle est contre la violence, donc elle condamne le Hamas. Je pense que c'est ça le raccourci qu'ils ont fait dans leur tête en se disant ça. Parce que justement, elle le dit littéralement dans la première page. Je doute fort que la non-violence puisse être un principe. Non, la première phrase, c'est « Je doute fort que la non-violence puisse être un principe ». Elle dit « Je pense pas que la non-violence, ça peut être un principe ». Si par principe, on entend une règle forte pouvant être appliquée avec la même confiance et la même manière à n'importe quelle situation. Donc si on considère qu'un principe, c'est un truc que tu appliques à n'importe quelle situation, la non-violence, c'est pas un principe. Première phrase. Je sais pas dire quoi de plus. Et en plus, elle a redit au live de PDH en plus. Elle a un peu précisé ça, etc. Une chose est de se réclamer de la non-violence, une autre est de se demander si la non-violence peut avoir quelque chose à réclamer de nous. En gros, elle inverse la question. C'est pas est-ce qu'on se réclame de la non-violence, c'est est-ce qu'on est à la hauteur de l'exigence de la non-violence. Enfin voilà, c'est un peu l'inverse, elle inverse le truc quoi.
La non-violence se présente alors comme une adresse ou un appel. La question pertinente devient alors, à quelles conditions pouvons-nous répondre à un tel appel? Qu'est-ce qui permet d'accepter cette exigence lorsqu'elle se présente? Ou plutôt, qu'est-ce qui fait qu'une telle exigence peut tout simplement avoir lieu? Donc elle dit la non-violence, ce n'est pas un principe, c'est une exigence. Et la seule question qui est à se poser, c'est quelle est la condition pour que cette exigence puisse avoir lieu? Est-ce qu'on est dans une condition où ce degré d'exigence politique qu'est la non-violence peut être accompli ou pas? Et donc elle revient dans la non-violence, non pas sur la non-violence c'est bien et comment on fait de la non-violence, c'est sur la question morale de à quel moment on sait que l'on peut arriver au degré nécessaire pour la non-violence. C'est quand même autre chose, quoi. C'est quand même autre chose. La capacité à répondre à cet appel a tout à voir avec la manière dont il est formulé et encadré, mais aussi avec les dispositions sensorielles ou les conditions même de la réceptivité. En effet, celui qui répond est forcément façonné par des normes qui lui font souvent violence d'une façon ou d'une autre, et qui sont également susceptibles de disposer ce sujet à une certaine violence. Voilà, direct la question de la violence est posée. Ainsi, la violence n'est pas étrangère à celle ou celui à qui s'adresse l'appel à la non-violence. La violence n'est pas, au départ, comme on le présume, dehors. Violence et non-violence ne sont pas seulement des stratégies ou des tactiques, mais elles forment le sujet, en deviennent des possibilités constitutives et ainsi le terrain d'un combat permanent. Le terrain d'un combat permanent. Voilà, elle parle de comment on est structuré dans de la violence, comment l'appel à la non-violence peut constituer aussi une violence. Elle décortique tout dès la putain de première page. Et les gens, ils croient que c'est une penseuse... Enfin, oui, c'est une penseuse de la non-violence, mais ce n'est pas absolument pas une intellectuelle non-violente. Bref. Ainsi, le « on » singulier qui se débat avec la non-violence affirme ce faisant sa propre ontologie sociale. Alors bon, ça c'est les phrases que les gens ne comprennent pas, tu vois. Et typiquement, moi je vois ça, je suis en mode le « on » qui se débat avec la non-violence affirme ce faisant sa propre... Non. Mais le reste c'est très très clair, hein. Globalement, bon, dès la première phrase, c'est globalement la non-violence c'est pas un principe et contexte, quoi. Nous devons demander non-violence contre qui? Alors non-violence contre, j'adore, non-violence contre qui, tu vois, c'est déjà contre, c'est déjà en opposition, la non-violence c'est déjà un truc déjà agonistique, bref, agonistique ça veut dire, non, oui ça, enfin antagoniste, enfin bref, c'est la lutte quoi. Non-violence contre qui et non-violence contre quoi? Il y a des distinctions à faire par exemple entre la violence contre des personnes, contre des êtres sensibles, contre la propriété ou l'environnement. De plus, certaines formes de violence sont destinées à contrecarrer ou arrêter d'autres violences, la tactique de l'autodéfense, mais aussi la violence mise en œuvre pour combattre certaines atrocités, la famine ou d'autres crises humanitaires, ou celle de mouvements révolutionnaires visant à instituer une politique démocratique. Ah bah tiens. Ah bah tiens. Oh bah tiens. Bref, c'est... Mais parce que quand elle écrit ça avec toutes les circonvolutions, tous les trucs qui peuvent être chiants quand on lit Butler, qui est en mode, ah là là, elle fait plein de fioritures, de circonvolutions, elle dit jamais vraiment, elle tranche jamais vraiment, etc. Mais c'est parce que justement, elle essaie de prendre en charge justement toute la gravité un petit peu du sujet. Toute la gravité du sujet de la violence, de la non-violence, de quelles sont les conditions, etc. C'est pas simplement, you. Et c'est pas simplement, oh là là, il faut être parfaitement non-violent et être pipou, etc. Et c'est pas du tout, oh là là, vive la violence, vive la résistance armée, etc. Non, c'est beaucoup plus gris que ça et ça exige toutes les précautions à prendre quand on en parle, quoi, parce qu'il faut aussi prendre en compte toutes les situations possibles, quoi. Tout ça pour dire, vous n'avez jamais respecté Butler. Vous n'êtes pas en mode « Oh, j'ai respecté beaucoup Judith Butler, mais sa dernière prise de position sur Parole d'honneur, vraiment on jette le discrédit sur sa position. » Non, tu l'as jamais respecté. Tu l'as jamais lu.